Merci beaucoup Annie, Madame la Première Adjointe, Daniel, Charles-Ange, Mesdames, Messieurs, je vais être court, j'ai pas prévu d'intervention particulière et je dois dire que je suis à la fois étonné non par le nombre de personnes que Charles-Ange Ginesi draine avec Daniel Tubiana qui, vous le savez, est sa suppléante, et aujourd'hui on a une belle salle à Saint-François. C'est une rencontre où j'étais un petit peu inquiet en me disant j'espère que dans ce calendrier-là, avec ces fêtes, eh bien, on va avoir un grand public, et aujourd'hui, eh bien, Charles-Ange, c'est de bon augure. Tu démontres que voilà, ça fonctionne bien et ça démarre bien. Plutôt que de vous faire une intervention sur le rôle, le programme, ou l'Assemblée nationale, ou un bilan de ce qui a pu être fait par Charles-Ange Ginesi, moi je voudrais faire un témoignage, et je placerai mon intervention courte sous cet éclairage d'un témoignage de la relation que j'ai avec Charles-Ange Ginesi. Et j'espère que ce témoignage vous fera prendre conscience à toutes et tous dans le quartier de Saint-François de l'importance de cette proximité, de cette efficacité, de cette relation avec un homme que nous appelons de nos vœux pour qu'il soit député de cette circonscription et qui représente les intérêts de Grasse à l'Assemblée nationale. Et ce témoignage, eh bien, Jean-Pierre Leleu, le sénateur maire de Grasse, avec l'ensemble de la majorité municipale, m'a permis d'aller rencontrer les urnes, d'aller rencontrer le suffrage universel, et d'aller le 14 décembre 2008 siéger au sein du Conseil général pour représenter une partie de Grasse qui est le canton de Grasse-Nord. Et vous me faites l'amitié de venir à chacune des réunions avec Annie, qui est un formidable relais, pour pouvoir défendre haut les couleurs de ce canton et de ce quartier plus particulièrement. Et à mon arrivée dans l'Assemblée départementale, en étant le benjamin de cet hémicycle, en étant le benjamin de cette Assemblée, je dois vous dire que le 14 décembre 2008, quand on a procédé ensemble à l'élection du nouveau président, du président Éric Ciotti, eh bien, j'étais dans cette Assemblée avec beaucoup de mes aînés au Conseil général, et je voudrais faire ce témoignage parce que Charles-Ange a eu une bienveillante attention et un accueil particulier à mon égard dans cette Assemblée, en me disant voilà, Jérôme, tu as été élu, tu as été bien élu par les Grassois, et maintenant eh bien, je vais aussi t'aider et t'accompagner à rencontrer les différents chefs de service, l'administration départementale, les différents élus, les présidents de commission, les différents vice-présidents du département, pour que tu puisses donner le meilleur à ton territoire, à ton canton, apporter toutes tes forces à la ville de Grasse et à Jean-Pierre Leleu qui t'a confié cette mission, et aux Grassois qui t'ont confié ce rôle à jouer au sein, ce trait d'union entre la municipalité et le Conseil général. Et je voudrais ici, ce soir, devant vous, alors que c'est la première réunion où on va lancer les forces dans ce marathon qui est devant nous, eh bien, exprimer cette reconnaissance à Charles-Ange, qui m'a aidé, qui m'a accompagné, et on évoquait tout à l'heure tous les deux au téléphone bon nombre de dossiers pour Grasse. Je pense comme ça rapidement, eh bien, Charles-Ange, quand il y a eu la première séance décentralisée du Conseil général à la DM2, où Jean-Pierre Leleu était vice-président du Conseil général, et bien à la suite de ça, tu as mis en place une politique en direction des agriculteurs. On en parlait ce matin à Expo Rose, où grâce à cette intervention que tu as faite, eh bien, les agriculteurs grassois peuvent prétendre 40% de financement de l'Assemblée départementale sur leurs investissements, ou les dossiers de la pénétrante qui ont avancé, ou l'ensemble des choses, et tu as toujours eu cet œil bienveillant pour Grasse. Et voilà, je voudrais vous dire, si je peux vous adresser ce message, qu'on a besoin d'un député expérimenté, on a besoin d'un député de terrain qui connaît le rouage, le fonctionnement, et qui aura ce regard pour Grasse, pour porter les dossiers en complicité avec Jean-Pierre Leleu,
parce que, vous le savez, la présence de la majorité municipale nombreuse ce soir, avec Dominique Bourré, la première adjointe, avec Denis Subiana, avec Annie Duval, avec Jean-Pierre Bicaille, avec Catherine Brun, avec Mahamadou Siribier, avec Nicole Nutini, et avec Muriel Chabert. Voilà, cette présence nombreuse et massive de la majorité municipale démontre ça. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je voudrais vous dire que j'apporterai moi toutes mes forces à réserve. C'est un 20 cm qui manquera pour Charlange, pour que bien on puisse régler cela et que dans les semaines qui viennent on puisse imprégner un rythme qui soit de plus en plus rythmé, qu'on puisse accélérer ensemble, et que si vous pouvez toutes et tous participer à cet élan pendant ces semaines qui viennent, assister à un maximum de réunions publiques, le dire dans vos entourages, convaincre vos familles, vos voisins, vos amis, vos cousins, et que bien on puisse ensemble former ce vœu d'avoir Charles Giméry qui nous représente à l'Assemblée départementale. Merci beaucoup. Je suis vraiment très émue de prendre la parole aujourd'hui chez nous à Grasse, et je voudrais avant tout les remercier très sincèrement, venir un jour d'Ascension, prendre une petite heure ou 1h30 pour nous entendre. Eh bien, merci beaucoup d'être venu aussi nombreux. On ne pensait pas avoir autant de monde, et merci beaucoup. Je voudrais avant tout remercier l'adjointe de quartier, Annie, qui nous reçoit aussi chez elle, si chaleureusement comme d'habitude, et on a toujours beaucoup de plaisir à y venir dans ton quartier. Merci beaucoup. Et puis saluer bien sûr mes collègues du conseil municipal, la première adjointe, Dominique Bourré, Nicole Nutini, excusez-moi je répète, mais c'est important, on est une bonne équipe, on est main dans la main, c'est important de les remercier. Mon ami Jean-Pierre Bicaille, Catherine Brun, Muriel Chabert, Mahamadou Siribi, j'espère que j'en oublie pas, et je vous remercie vraiment très sincèrement d'être à mon côté aujourd'hui. Un petit mot pour mon ami Jérôme Vieux. Jérôme, on connaît le travail que tu fais dans ces cantons-là, et je te remercie aujourd'hui pour ta présence aussi. Tu sais qu'on est main dans la main, qu'on avance ensemble, justement pour permettre à Châlons-Ginesy de siéger à l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi Daniel Subiana? Monsieur le sénateur maire n'est pas là, je pense qu'il va prendre la parole tout à l'heure. Il va arriver tout à l'heure. Donc, il y a quelques jours, monsieur le sénateur maire et Châlons-Ginesy m'ont proposé d'être la suppléante de Charlange. Je n'ai pas hésité parce que je vois l'homme qu'il est depuis quelques semaines, depuis 3 ans déjà. Il est dans nos rues, un petit peu partout, à Grasse, dans le moyen, dans le haut pays, dans les cantons des différents cantons. C'est un homme extraordinaire. Et je me suis dit quelle plus-value je peux lui apporter. Et effectivement, je me suis dit, il a joué la parité. C'est bien, c'est un homme, je suis une femme. Ben, je crois que c'est très bien de jouer la parité. Je crois qu'on a des sensibilités un petit peu différentes et que pouvoir ensemble vous écouter et essayer d'analyser vos demandes et vos objectifs, ben, je crois que ça peut être quelque chose de positif. Puis ensuite, je me suis dit, il est le maire de cette belle ville qu'on connaît tous, qui est Valberg. Et cette ville que nous aimons, nous y allons tous pour passer les vacances, pour passer les week-ends. Il en a fait une gestion extraordinaire. Donc, c'est un bon maire. Il sait gérer, monsieur le sénateur maire. C'est déjà une bonne chose. Puis ensuite, Jérôme l'a dit tout à l'heure, il est au conseil général. Il est premier vice-président. Il connaît parfaitement tout le département. Il connaît parfaitement tous les dossiers. Moi, je suis conseillère régionale, certes. Je suis dans l'opposition, c'est encore plus difficile. Mais les dossiers, on arrive à les faire sortir parce que je me bats, parce que je suis une battante et parce que, voilà, je suis têtue, hein, je veux y arriver. Donc, on a des dossiers qui sortent et j'en suis fière parce que c'est pas la gauche qui va les défendre et c'est moi qui vais les défendre avec mon groupe UMP Nouveau Sens. Puis ensuite, on parle de politique, donc effectivement, Charlange est à l'UMP, donc il regroupe toutes les sensibilités de la droite populaire jusqu'au parti radical. Et moi, je suis au Nouveau Centre et j'ai aussi la bénédiction de l'ARES.
c'est-à-dire c'est l'Alliance républicaine, écologique et sociale, donc qui regroupe tous les partis centristes et même le parti radical, et aussi à gauche moderne. Donc on a vraiment la possibilité de toucher toutes ces sortes de personnes, même si ils n'ont pas le même idéal que l'UMP ou le même idéal que le Nouveau Centre. Donc on est vraiment très très ouvert, et ça c'est quelque chose de positif. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité. Je pense, Charles, que je vais essayer de faire une campagne absolument, une campagne très très active. Je l'ai déjà commencé à tes côtés sur un homme remarquable. Je le dis, je ne te connaissais pas il y a 5 ans, 6 ans, et enfin je te connaissais en tant que maire de Valdergue, hein, mais je n'avais jamais eu l'occasion de travailler avec toi. Mais depuis 3 ans, tu vas de partout. Et comme je disais la dernière fois, les gens me disaient, mais est-ce qu'il a une attache dans chaque commune, parce qu'il nous a quittés hier à 23 h. Je n'ai pas parlé du travail, monsieur. Voilà, donc, je ne pense pas. Donc, écoutez, nous, on compte sur vous, parce que c'est une partie difficile. La famille politique a perdu au présidentiel, et nous devons absolument avoir Charles-Ange à l'Assemblée nationale. Il connaît les rouages, et il pourra faire passer nos messages, nos objectifs, nos coutumes, nos traditions. On veut les garder. Voilà, je vous remercie de votre présence. Vous nous accompagnez régulièrement dans l'ensemble de nos séances, et aujourd'hui, vous allez faire la connaissance un peu plus ample avec Charles-Ange Ginelli. Je voudrais saluer Annie Duval, et à travers elle, tout le quartier de Saint-François à Saint-Sauveur-les-Rives, qui est le quartier qui a apporté le vote le plus massif dans la ville de Grasse à Nicolas Sarkozy. Salut Florent de Rebourg, que je vois dans l'assistance. Merci d'être là, Florent. Et donc, dans la foulée des élections législatives, je vous invite à confirmer le même score, et si possible davantage, mais déjà, si on fait ce score-là, ce sera très bien, pour Charles-Ange Ginelli. Charles-Ange, ses qualités vous ont été décrites très bien, j'imagine, au début par Annie. Jérôme a dû s'exprimer également, Daniel aussi, et vous voyez que là, dans l'assistance, un très grand nombre d'élus de notre majorité municipale sont présents, et tu as toute notre majorité municipale, avec toutes ces sensibilités très multiples et très locales, même sans étiquette, qui sont à tes côtés. Et je salue Dominique Bourret, qui est ici, notre première adjointe, qui t'encourage avec l'ensemble de la majorité qui est ici présente. Le vote des élections législatives, mesdames et messieurs, est un vote particulièrement sérieux. Je sais que je n'ai pas forcément beaucoup de mots à prononcer pour vous convaincre, vous. Car je crois que vous l'êtes déjà. Vous savez que les élections législatives vont terminer au Parlement une majorité à l'Assemblée nationale. Vous savez que le Sénat, auquel j'adhère, dont je fais partie, a déjà basculé à gauche il y a 8 mois, lors d'une élection régulière, que 22 régions sur 23 sont pilotées par la gauche, que près de 60% des conseils généraux sont également dirigés par la gauche, et que les grandes villes de France, pour la plupart d'entre elles, sont déjà à gauche. Alors, c'est pas une critique, forcément, parce que je crois aussi beaucoup, en grand démocrate que je suis, à l'alternance. L'alternance est quelque chose de sain dans une république et dans une démocratie. Que ça passe un jour dans un sens, un jour dans l'autre, c'est un gage de régénération, mais il y a des limites à ce raisonnement, et je pense qu'il serait extrêmement grave en termes de démocratie de donner tous les leviers de la gestion publique nationale à la même équipe. Il faut en France des équilibres, il faut des contre-pouvoirs sans lesquels les dérives, quels que soient les bords dans lesquels on se situe, sont annoncées d'avance.
il faut impérativement que l'Assemblée nationale ait une majorité de droite pour s'opposer à un certain nombre de mesures qui nous sont aujourd'hui décrites dans un programme dont nous ne voulons pas. Que ce soit des mesures qui vont amener des dépenses supplémentaires et qui empêcheront la France de réduire ses déficits tels que c'est aujourd'hui nécessaire. Ou que ce soit des mesures sociétales qui peuvent transformer profondément notre société, il y a des choses que nous ne voulons pas. Et si on donne toutes les rênes à la même tendance politique, les choses vont aller extrêmement mal, c'est en tout cas ce que je ressens. Donc ça, c'est le premier niveau au niveau national. Il faut que la France se dote d'une Assemblée nationale qui résiste à un certain nombre de mesures. Sur le plan local, il y a un découpage qui a été effectué en France tout entière, mais dans le département de Alpes-Maritimes. Il se fait que la ville de Reims, qui à l'époque antérieure faisait partie de la 9e circonscription, Madame Tabarot était notre députée, elle ne le sera plus, elle le regrette sans doute, elle le regrette probablement, mais les découpages en ont voulu autrement, et aujourd'hui Madame Tabarot, qui était notre députée, a une circonscription qui a été amputée d'une partie de la ville de Grasse, et une autre partie est rattachée à une circonscription nouvelle, dans laquelle nous soutenons Charles-Ange Ginesy, parce que il a tout à fait les qualités qui sont nécessaires à la gestion de ce les qualités de proximité. Franchement, tu l'as dit, Daniel, et vous avez dû le dire avant, Charles-Ange est omniprésent, c'est un homme d'écoute qui assure le suivi des informations qu'on lui donne. Il a déjà été parlementaire, puisqu'il était suppléant de Christian Estrosi, et à plusieurs reprises, il l'a remplacé quand Christian Estrosi a été appelé au gouvernement, donc à 3 reprises, hein, c'est ça Charles-Ange, et qui a donc déjà l'expérience du mandat parlementaire, et personnellement j'aspire vraiment à ton élection, et je suis presque sûr que cela va se passer. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas être trop long, vous êtes déjà, je pense, très convaincus, puisque vous êtes, pour la plupart d'entre vous, je ne veux pas aller trop loin, mais proche de notre sensibilité, et que nous vous accompagnons pour la plupart. Mais surtout, transmettez autour de vous. Transmettez autour de vous, l'enjeu est majeur, et véritablement, je suis venu vous dire que je compte sur vous pour soutenir la candidature de Charles-Ange Ginesy, pour que nous ayons un député jeune, au fond il est jeune, en tout cas il est encore très dynamique, il le sera pour de nombreuses années, compétent, à l'écoute, expérimenté, agréable, affable, gentil, et je lui connais pas de défaut. À moins qu'il soit bien caché. Un élément, et le dernier, bien que j'en aurai beaucoup d'autres, qui font que Charles-Ange est un ami, que je soutiens, c'est que j'ai bien connu son père, bien sûr, Charles, qui a été un grand président du Conseil général, un grand sénateur dans les Alpes-Maritimes. C'est un homme qui a apporté beaucoup au département, beaucoup aux moyens et au haut pays. C'est un grand défenseur de la montagne, et comme l'est d'ailleurs Charles-Ange aujourd'hui, un grand défenseur de la ruralité, de l'environnement, des règles traditionnelles, tout en étant extrêmement ouvert sur les perspectives d'avenir et de la modernité, puisque Charles-Ange, comme moi d'ailleurs, est passionné de nouvelles technologies et qu'il s'y démène avec beaucoup d'efficacité. Voilà, je ne voulais pas en dire davantage, je voulais simplement saluer toutes les personnalités, Jérôme, bien sûr, Daniel, Annie, les élus, et vous tous, sur l'ami de Saint-François, Saint-Sauveur et Rive, en vous appelant à voter pour Charles-Ange dans les semaines qui viennent pour les élections législatives dans cette circonscription. Et merci. Vous êtes mobilisé de l'accueil par Annie Duval dans ce quartier Saint-François, de voir qu'il y a autour de Jean-Pierre Leleu toute une équipe, mais je n'en doutais pas un seul instant quand Jean-Pierre, il y a 3 ans de cela, m'a dit, écoute,
je pense que tu as le profil pour être candidat sur cette deuxième circonscription. Je t'apporte mon soutien et j'en ai bien besoin. J'en ai bien besoin parce que Jean-Pierre Leleu vient de vous dire et de vous décrire cette deuxième circonscription, qui est un vaste domaine, recomposé avec 3 bouts d'anciennes circonscriptions, la 9e, la 6e et la 5e. Donc un bout de celle de Michel Tabarot, sur laquelle nous sommes, que vous connaissez bien, qui monte jusqu'à Saint-Aumont. Un bout de celle de Lionel Lucas, qui prend Carrosse, Gatière, Le Broc, Saint-Jamais, La Gaude, Vence et le canton de Coursegoule, et puis l'ancienne circonscription sur laquelle j'étais avec Christian Estrosi, où j'ai eu, c'est vrai, le bonheur d'être à l'Assemblée pendant que je rendais visite d'ailleurs aux sénateurs au Sénat sur des sujets que nous partageons et que nous avons en commun comme les nouvelles technologies. Il y a eu là véritablement des actions en profondeur, mais ce territoire compte le canton de Guillaume, le canton de Puget-Théniers, le canton de Villars-sur-Orge, le canton de Roquestéron qui s'additionne à ce que je viens de vous décrire. Autant dire que d'un point à l'autre, quand on part de Saint-Césaire et qu'on monte jusqu'à Antronne, eh bien, il y a 3 heures de route, ma chère Danielle, toi qui as accepté d'être ma suppléante, en remerciant Jean-Pierre de nous avoir accordé et accordé nos violons, nous avons de quoi faire 72 communes, 10 cantons. Autant dire qu'on ne va pas s'ennuyer. Je crois qu'il faut nous souhaiter d'avoir une bonne voiture et surtout pas le mal de mer. Mais c'est pas pour vous parler de cela que je viens ce soir devant vous. Une aussi belle salle à Saint-François, ça fait chaud au cœur. Mon cher Jérôme, toi qui t'es impliqué dans cette campagne aussi à fond, à la demande de Jean-Pierre Leleu, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que c'est vrai que tout à l'heure tu as dit que j'étais particulièrement bien accueilli au Conseil général, mais j'ai le sentiment de n'avoir fait que mon devoir, d'avoir accueilli un jeune collègue élu de façon dynamique et qui a lui-même un dynamisme incroyable au niveau du Conseil général. Son prédécesseur en avait tout autant, je pense que vous le connaissez, puis je ne vais pas faire l'erreur que j'ai commise la dernière fois, qui m'avait valu la remarque du sénateur qui me disait, mais attends, moi je ne suis pas resté sans rien faire. Et c'est vrai qu'il y a tous les deux, ils ne sont pas restés sans rien faire, parce que quand je faisais le bilan de ces dernières années, de ce que le Conseil général a pu amener sur Grasse, eh bien il y a plus de 5,5 millions d'euros sur 25 millions de dépensés. Autant dire, c'est pas une taille, nous sommes en euros, et il y a dans l'escarcelle de vos projets, eh bien, 8,5 millions d'euros de programmés pour le funiculaire. Autant dire que le Conseil général compte sur Grasse parce qu'il y a des élus de poids, parce qu'il y a des élus actifs, et je suis heureux aujourd'hui, eh bien, de faire un peu partie de cette équipe-là, qui fait que nous nous retrouvons dans une dynamique où on construit pour l'avenir de nos enfants sur le département des Alpes-Maritimes. Alors c'est vrai, et je regarde notre ami Géorgis qui m'avait dit un jour sur une de nos premières réunions, qui étaient des réunions locales, en me disant « Mais vous n'êtes pas grassois ». Et c'est vrai, je ne vais pas revendiquer le fait d'être grassois, mais il y a 3 ans que je suis arrivé sur ce territoire, parce que ce territoire est nouveau, et que j'ai la confiance aujourd'hui de l'ensemble des parlementaires des Alpes-Maritimes, sans lesquels je ne serais pas parti, pour essayer de faire en sorte que nous rétablissions et nous établissions un projet de territoire, bien que le député n'est pas là pour faire des projets de territoire. Le parlementaire, le député parlementaire est là pour légiférer. Il est là pour essayer de vous aider dans votre vie quotidienne sur les grandes lois qui sont pondues au Parlement, mais il est là également pour vous accompagner individuellement dans les difficultés qui pourraient être les vôtres avec les services de l'État, bien que sur ce sujet, vous êtes déjà bien servi avec Jean-Pierre Leleu. Michel Tabarot ne quitte pas Grasse, puisqu'elle reste sur Grasse Nord. Il y a là, sur Grasse Sud, pardon, Grasse Nord c'est nous. Hein. Il y a là-dessus une difficulté de compréhension qu'il faut que vous nous aidiez à faire comprendre et à faire passer. Parce que les gens ont quelques mal à comprendre que sur Grasse Sud on va voter pour Michel Tabarot et qu'à Grasse Nord on va voter pour Charles Ginesi. Il y a simplement la référence au canton. Sur le canton de Grasse Sud,
eh bien, vous votez pour Michel Tabarot, et sur le canton de Grasse-Nord, vous votez pour Charles Ginesy. Si à la sortie de cette réunion, vous êtes convaincu, mais j'ai entendu le sénateur dire que vous l'étiez et qu'il sollicitait votre aide pour convaincre et vous amener à aller un peu plus loin. Et là, je vais vous dire ce que j'ai sur le fond du cœur quand je parle de cela, après avoir salué à nouveau tous les élus présents, Florent Lebourg, qui nous fait plaisir, mais Daniel Le Métayer, qui est la suppléante de notre collègue, mon cher Jérôme, Jean-Marc Delia, sur le canton de Saint-Vallier-de-Thiers. Il y a son mari qui est élu aussi sur le Tigné. Donc on voit que le quartier sur lequel nous sommes aujourd'hui attire également la partie de ce canton de Saint-Vallier-de-Thiers et que la frontière est ténue. La vie grassoise s'organise sur l'ensemble d'un territoire et c'est de cela dont il faut parler. Et quand je vois le résultat des élections présidentielles, avec le très bon résultat que vous avez ici apporté, je me dis qu'il faut véritablement faire ce que le sénateur a appelé de ses voeux, c'est-à-dire avoir une cohabitation, même si certains aujourd'hui vous expliquent que la cohabitation ne sert à rien. C'est pas vrai. On n'est pas là, quand on est en cohabitation, pour faire de l'opposition et de l'obstruction systématique. On est là simplement pour essayer de faire en sorte que l'on ne détricote pas le travail important que le gouvernement Fillon a mis en place ces dernières années dans différents domaines. On est là également pour porter vos espérances et continuer à bâtir dans différents domaines. Alors quand je dis détricoter, eh bien je pense à ce qui est en cours de route, où l'on dit qu'on va embaucher 65 000 fonctionnaires de plus. Ça fait 5 ans que nous nous efforçons de ne pas renouveler le départ d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite, tout simplement parce que nous considérons que la dette publique est très importante, que des impôts, il y en a assez de payer des impôts, autant au niveau des entreprises qu'au niveau du contribuable. L'impôt tue l'impôt, c'est une remarque et c'est quelque chose que l'on a l'habitude de dire, mais on finit par le dire tellement facilement qu'on ne prend même plus la portée de cette parole. L'impôt tue l'impôt, c'est qu'il arrive un moment où on fait fuir ceux qui sont imposables et ceux-là partent et ne paieront plus d'impôts. On asphyxie l'économie avec l'impôt qui fait que petit à petit, eh bien, toute la production nationale ne rapporte plus aux recettes de l'État parce que la production se réduit elle aussi, et cette réduction d'activité, cette réduction d'économie amène le chômage, et le chômage lui-même n'apporte plus d'impôts. Donc on a une asphyxie sur le plan de la collecte financière qu'il faut cesser aujourd'hui de continuer à dépenser plus que ce que nous pouvons collecter. Et ça fait 30 ans que la France est en déficit public. Ça fait 30 ans que l'on porte ce déficit en disant « Allez, on compense en augmentant les impôts, mais de l'impôt on n'en peut plus. Les entreprises ne peuvent plus continuer à être sur ce régime-là. Le coût du travail lui-même nous empêche d'être concurrentiels avec l'Europe. Hors de l'Europe, moi je suis un Européen convaincu, mais encore faut-il être à la hauteur de ce que nos concurrents européens sont en mesure de faire sur un marché qui est international. Et je dois dire là-dessus que de revenir pour dire on va embaucher des fonctionnaires à tour de bras, je ne suis pas d'accord sur ce principe-là, même si je me battrai, parce qu'il y a des secteurs d'activité comme la vie scolaire, comme l'enseignement, que ce soit au secteur primaire, que ce soit dans les collèges, que ce soit dans les lycées, qu'il ne faut pas remettre en cause. Il y a aussi ce que Valérie Pécresse a obtenu sur l'autonomie des universités. Moi, je fondais des espoirs, Daniel, en disant l'autonomie des universités, il faut vraiment que l'on continue sur ce programme-là parce que ça a réoxygéné la vie de nos facultés et je crois que ce modèle doit être développé également dans nos lycées, voire dans nos collèges. De donner aux gens de la responsabilité budgétaire, ça n'a jamais rien gâché, au contraire, on utilise mieux l'argent dont on peut disposer,
c'est une dépense qui se fait beaucoup plus rationnelle et on prend conscience aussi de la dépense de l'argent public. Je ne veux pas voir cela remis en cause. Va être capable de faire les choses. Autant je me dis quand je vois Mme Taubira à la justice, que j'ai entendu sur les bancs de l'Assemblée nationale se battre, être contre, à fond, sur les peines planchées, en saluant Paul Bottella qui est ici, être à fond contre ce qui est de la loi sur les multirécidivistes, alors que nous savons aujourd'hui que la justice de notre pays, Jean-Pierre, a condamné des gens et que les peines qui ont été prononcées ne sont pas exécutées parce que nous manquons de places de prison et que je sais que le gouvernement en place n'a pas du tout l'intention de construire de nouvelles places de prison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser sortir nos prisonniers un peu plus rapidement pour y mettre ceux qui doivent y rentrer et que nos forces de police, de gendarmerie reviennent nous voir en nous disant, comme c'est le cas aujourd'hui, et il y a eu encore dans les faits divers d'actualité, des gendarmes qui sont venus dire, mais attendez, ceux qui ont provoqué tel accident, ce sont des gens que l'on avait arrêtés la semaine dernière et que l'on retrouve le lendemain dans la rue. C'est un discours récurrent de la part de nos gendarmes, de la part de nos policiers. C'est un discours qui n'est pas nouveau, ça fait 20 ans qu'on l'entend, mais là aussi, le gouvernement Fillon avait engagé un certain nombre de mesures. Ces lois étaient des lois qui, à mon sens, étaient de bonnes lois. Le projet de construire 20 000 places de prison immédiatement et de poursuivre pour dire il faut continuer l'extension de nos places de prison pour avoir un peu plus d'accueil me paraissait être du bon sens. À partir du moment où la loi française est trahie, à partir du moment où la loi française n'est pas respectée, que les juges des tribunaux condamnent des gens, eh bien, il faut appliquer les peines. Sans ça, il faut changer la loi. Hein, il faut dire que tous ceux qui font des larcins, ceux qui commettent des délits, qui commettent des meurtres, ne sont plus responsables de rien. Il faut une société responsable. Je suis dans cet état d'esprit et je pense qu'il est important pour nous de rentrer dans ce sujet-là et de ne pas laisser le gouvernement en place détricoter ce qui a été fait sur ce plan-là. C'est quelque chose à laquelle je suis particulièrement attaché. Alors, on pourrait parler longuement de la relance par l'économie, parce que l'une de mes préoccupations, à côté de la justice, à côté de la sécurité, qui est un domaine très important, je crois que c'est l'emploi. L'emploi fait partie de ce que nous devons relancer avec force. Mais pour relancer de l'emploi, il faut de la créativité, il faut que les gens puissent embaucher. J'ai dans mes réunions publiques actuellement l'habitude de citer mon cas personnel, parce que je suis également chef d'entreprise. Et en étant chef d'entreprise, je peux vous dire que quand je fais les chèques à la fin du mois, d'une entreprise qui est gérée par ma fille, et dont j'assure l'administration, eh bien je me rends compte qu'on est écrasé de charges. Nous sommes écrasés de charges sur le plan de l'URSSAF, sur le plan de la CEDIC, sur le plan des retraites complémentaires, sur le plan des impôts. Et quand ma fille vient me dire, cet hiver, on a fait une mauvaise saison, on ne s'en sort pas, on est obligé, sur les 14 personnes que nous avons embauchées, de n'en prendre plus que 7 pour la saison d'hiver et on changera notre produit, je lui dis, tu as raison sur le plan de l'activité, mais derrière, l'élu et le parlementaire que je suis ne peut pas être satisfait de cette décision, parce que c'est un repli d'activité sur soi-même, au lieu d'aller de l'avant, et on sait que dans la vie, pour avancer, il faut avancer sur de la croissance, parce que qui n'avance pas recule, eh bien je me dis, notre pays est en train de reculer. Donc il faut refonder de la croissance. Là, on peut être d'accord avec les propos tenus par le président, le nouveau président de la République. Je le respecte. Il a été élu, le suffrage universel a parlé, c'est à lui à mettre en place son programme, mais c'est à nous à contrôler. Alors, de la croissance, oui, mais il y a une chose sur laquelle il commence à peine à être d'accord. C'est la règle d'or. Parce que jusqu'à présent, les socialistes ont toujours refusé la règle d'or. Et la règle d'or est quelque chose qui me paraît particulièrement important. C'est d'ailleurs partagé avec nos partenaires européens qui en font un objectif. Il me semble aujourd'hui qu'il faut être vigilant parce que
en sachant qu'hier il n'était pas d'accord sur cette règle d'or, qu'aujourd'hui il y arrive, je ne voudrais pas que le budget de la France, chaque mois de janvier, quand il va être voté, eh bien, soit voté en déficit, soit voté en déficit chronique. Sur ce déficit, je vous dirais qu'un seul exemple. Quand une collectivité, quand le maire de Grasse vote son budget, peut-il le voter en déséquilibre? Non. Quand le président du Conseil général des Alpes-Maritimes vote son budget, peut-il le voter en déséquilibre? Non. Quand vous êtes chef d'entreprise et que vous dépensez plus que ce que vous gagnez, vous vous retrouvez en déficit bancaire. Pouvez-vous rester en déficit bancaire? Non, parce qu'au bout du compte, vous êtes en faillite. Quand sur le plan personnel, vous dépensez plus avec votre chéquier ou votre carte de crédit que ce qu'il y a sur votre compte, ça dure en un moment, le temps que vous épuisiez le compte, et au bout du compte, on vous supprime la carte bancaire, le chéquier, interdit bancaire, on peut même vous infliger des pénalités. Donc c'est une situation qui ne peut pas durer. En plus, c'est une situation qui véritablement est une perte de souveraineté pour la France. La France aujourd'hui a une parole au plan international. Nous sommes considérés comme étant la 5e puissance du monde. Quand la France parle, elle a une autorité, mais cette autorité, elle la tient de sa dynamique, elle la tient de sa puissance, elle la tient de sa richesse. On peut parler d'une voix forte quand on a la capacité, parce qu'on est fort. On ne peut pas non plus continuer à s'affaiblir sur le plan du nucléaire. Là, je suis inquiet, parce que je vois que le gouvernement en place dispose des Verts. Les Verts étaient totalement opposés au maintien du nucléaire et demandaient la fermeture. François Hollande, là-dessus, a fait un modus vivendi. Je crois qu'il faut vraiment être vigilant sur cette affaire-là. Le nucléaire en France, c'est ce qui fait que l'énergie, le kilowatt, se situe à 30% moins cher que dans les autres pays européens. Si, petit à petit, nous ne substituons pas au nucléaire une force énergétique par les énergies renouvelables, auxquelles je suis totalement acquis, parce que je défends l'écologie à fond. Je pense que avec la station de Valberg, dont Daniel Tubian a parlé tout à l'heure, j'en ai fait la démonstration. Je n'ai rien fait à Valberg sur ces 15 dernières années qui ait pu trahir l'investissement écologique. Tout est fait pour respecter l'environnement, parce que les Alpes-Maritimes est un pays qui vit du tourisme. Nous sommes des gens qui sommes dépendants de notre qualité de vie, d'abord pour nous-mêmes, pour l'organisation de la qualité de vie que nous devons bâtir pour nos citoyens, mais en même temps, parce que les touristes ne viendront plus chez nous s'ils ne ressentent pas cette qualité de vie, cette qualité environnementale, cette qualité qui fait que quand on a mis avec le Conseil général, Jean-Pierre, et tu étais encore sur l'Assemblée départementale, le transport à 1 euro, ça a été véritablement un succès. Le transport à l'euro, je le dis en passant, n'est pas poursuivi aujourd'hui par l'exécutif régional qui lui fait payer très cher les lignes, notamment les lignes ferrées. Et cet euro, j'aimerais bien que derrière on puisse le maintenir et on aille encore plus loin. Donc vous voyez que sur le plan environnemental, on ne laisse rien à personne. Il n'est pas besoin de se dire écologiste ou faire de l'écologie pour en faire. Il faut simplement prendre les décisions au bon moment pour dire, eh bien, sur le transport collectif, la mobilité douce, comme on l'a qualifié aujourd'hui, nous sommes à 200%. Et là aussi, sur Grasse, vous faites des exemples de mobilité douce qui viennent en complément de ce qui est fait par le département. Donc, on est dans le plein exemple de ce qu'il faut faire. J'ai été parlementaire quand on a discuté de la loi de modernisation agricole, quand on a discuté de la loi sur l'eau, quand on a discuté de différents textes sur l'environnement, et je discutais tout à l'heure avec le chef d'entreprise qui me parlait de cette réglementation, qui est une réglementation devenue particulièrement sévère. Je veux être à l'écoute, et à votre écoute, je découvre un peu ce problème-là par rapport à votre spécialité, mais je crois qu'il y a à prendre en compte la spécificité territoriale. Et sur Grasse, ces parfums, ces usines à parfums de transformation, vous avez là aussi des réglementations sur lesquelles il faut que nous soyons vigilants au Parlement, parce que les Alpes-Maritimes n'ont rien à voir avec les autres départements de France,
comme quand on a discuté de l'agriculture, eh bien moi j'étais sur l'agriculture et sur les filières agricoles des Alpes-Maritimes, que ce soit les mouliniers avec l'huile d'olive, l'AOC de Nice, que ce soit sur l'apiculture avec les apiculteurs, et vous en avez quelques-uns qui sont régulièrement primés ici et là, eh bien on n'est pas du tout dans l'agriculture de la Beauce ou de certains secteurs français. Il faut qu'on adapte notre réglementation, et sur ce plan-là, j'ai l'intention de me battre fortement et vivement auprès de avec tous les parlementaires qui sont sensibles à ce genre de débat, et en même temps contre tous ceux qui n'auront pas cette sensibilité. Alors, je ne vais pas continuer à vous parler de la politique et des lois, si ce n'est pour vous dire que sur le plan de la production législative, je ne suis pas favorable à cette surproduction législative qui a été faite ces dernières années. On a fait beaucoup de lois. On a fait beaucoup de lois qui finissent par compliquer notre vie, qui finissent par compliquer même les hommes de loi, les notaires, les avocats, ont bien du mal à pouvoir s'y retrouver. Je souhaite légiférer avec un peu plus de tranquillité, on va dire à un train de sénateurs à l'Assemblée nationale. C'est pas mal, au moment où les sénateurs ont fait le cure de rajeunissement, parce que l'âge moyen des sénateurs s'est considérablement abaissé, mais je crois que nous avons besoin, c'est l'entrée de Jean-Pierre Leleu, d'en discuter d'un coup à la moitié du Sénat. Mais je crois que à l'Assemblée nationale, nous avons besoin aussi, quelque part, de poser les valises et de ne pas légiférer toujours dans des procédures d'urgence. En tout cas, c'est un peu ma philosophie. Je préfère une réflexion de fond à des réglementations d'urgence. Ce qui ne veut pas dire que, systématiquement, il faut faire obstruction aux propositions du gouvernement qui, quelquefois, lui, a l'obligation d'avancer. Et puis, je suis fortement attaché, au-delà de cet aspect législatif, à ce que le député peut vous apporter, parce qu'un député reste un parlementaire vient s'additionner aux deux autres parlementaires que vous aurez sur ce territoire. Un, c'est le sénateur, c'est acquis, et pour quelques années encore. L'autre, c'est Michel Tabarot, qui, à n'en pas douter, sera élu député de la 9e circonscription à nouveau. Eh bien, j'espère bien être le troisième parlementaire qui pèsera sur ce secteur, avec cette corde que j'ai à mon arc, qui est la qualité de premier vice-président du Conseil général, avec les conseillers généraux, que ce soit Jean-Marc, que ce soit Jérôme, pour travailler sur les projets que sont les vôtres. Parce que là aussi, on s'aperçoit qu'au-delà de la réserve parlementaire, qui est minime et qui ne compte que pour les petites communes rurales, et d'ailleurs, allez, je fais un salut puisqu'on est à Grasse, Jean-Pierre aide beaucoup les maires ruraux sur ce secteur-là, en donnant un petit coup de pouce ici et là. Et vous savez, je crois que Grasse compte dans le paysage du département et qu'il y a vraiment besoin de cette solidarité départementale, parce que les Alpes-Maritimes, c'est 90% de la population sur 20% du littoral. Alors quand je dis littoral, on fait un peu un appendice pour monter jusqu'à Grasse, qui représente une métropole, qui représente une ville importante. Ne parlons pas de métropole pour éviter la confusion avec la métropole institutionnalisée à Nice, mais il y a là 90% de la population, pendant que le reste du territoire se retrouve avec 80% du territoire et 10% de la population. Donc cette solidarité, elle doit s'exercer dans le cadre de l'aménagement du territoire, et je crois que nous avons tout à gagner là-dessus. Et quand je parle d'aménagement du territoire, je ne peux m'empêcher de penser à la région. Et là, je veux dire deux mots sur Daniel, parce que les uns et les autres, vous m'avez fait beaucoup rougir. Le sénateur, alors même jusqu'à dire, je ne lui connais pas de défauts. Allez, je ne vais pas vous dire mes défauts, parce que je vais vous dire que je ne les connais pas. Mais j'en ai certainement quelques-uns, comme nous tous, je ne connais pas d'homme ni de femme parfait, et il y aura certainement des travers dans mes habitudes, dans mes attitudes, mais je m'efforce d'avoir un langage de vérité, en tout cas ma part de vérité, même si je me trompe,
c'est ma vérité. Derrière, si je me trompe et que je fais erreur, je veux être à l'écoute pour corriger. Et en cela, c'est un discours de sincérité que je viens vous apporter, et de sincérité dans l'action que je veux mener à votre bénéfice. À partir de ce moment-là, je crois que les choses et les règles du jeu sont beaucoup plus claires, sont beaucoup plus simples à comprendre. Et que l'on peut travailler, quand je vois Nicole Nuttini, je pense, et Dominique, je pense à ce rôle de la santé, à ce rôle du social, à ce rôle sur le troisième âge, à ce rôle de la dépendance, sur lequel il faut travailler. J'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas aborder tous les sujets, hein, mais il y a là un secteur d'activité qui est particulièrement important, l'aménagement du territoire, oui, pour les territoires, mais la solidarité humaine fait partie de ces réflexions que l'on doit mener, et le Conseil général a dans ses compétences, eh bien, cette dépendance. Et on travaille énormément, on travaille sur le plan Alzheimer, on travaille énormément sur les maisons de retraite, sur les EHPAD, que l'on pousse, que l'on soutient, que l'on aide par des avancées multiples et variées. Eh bien, c'est de tout cela que j'ai envie de faire avec Daniel, que je découvre, parce que je la connais aussi de nom, qui ne connaît pas Daniel Tubiana, troisième adjointe au maire de Grasse, conseillère régionale, qui, partout où je vais sur le terrain, aujourd'hui, depuis qu'elle est devenue ma suppléante, qu'elle l'a acceptée, je ne rencontre que des gens qui me disent « Ah, tu as bien fait. Qu'est-ce qu'elle est bien, Daniel. J'ai travaillé avec elle. » Le président des maires ruraux, mon ami Jean-Paul David, me dit « C'est un choix exemplaire, tu ne pouvais pas faire mieux. » Je ne rencontre vraiment que des louanges à l'égard de Daniel, et je suis certain, parce que je l'ai vu maintenant à l'œuvre, elle m'a invité à 2-3 réunions de travail qu'elle a pu faire, eh bien, je suis certain que ces relations humaines, son contact, sa proximité, fait que je me retrouve dans une philosophie que je partage à 200%, et à tous les deux, je suis certain que même si les 72 communes sont un peu vastes à parcourir, eh bien, nous allons les parcourir en se mettant au service des populations et en étant le relais permanent de ce qui peut se faire à l'Assemblée nationale, en étant le relais permanent de ce qui peut se faire sur les bancs de l'Assemblée départementale, en étant le relais permanent, mon cher Jean-Pierre, parce qu'on a aussi dans le travail que l'on fait au quotidien des remontées qui concernent la mairie. Et pas plus tard que ce matin, nous étions avec Jérôme et Daniel dans la rue, et on fait ce travail de l'élu, tout simplement, qui n'est pas hermétique, n'est pas uniquement député, mais est un élu à part entière, qui s'occupe des gens, qui s'occupe du domaine public. Sur le domaine public, deux mots, parce que les gens qui s'intéressent à la chose publique, les jeunes générations aujourd'hui n'ont pas forcément cette vocation. Et moi, personnellement, je les respecte du plus profond du cœur. Oui, parce que je suis toujours touché quand on dit du mal de Nelly. Quelques chansons bords d'ailleurs. Je suis touché quand j'entends les médias nous dire 70% des Français rejettent les élus. Avant, il y avait un peu les maires qui avaient grâce aux yeux des Français. Aujourd'hui, même les maires sont touchés dans cette reconnaissance. C'est dommage. C'est dommage parce que je ne connais pas d'élus qui ne s'investissent pas à fond dans sa mission. Après, on peut faire des erreurs. On peut avoir des dérives. Mais c'est justement l'écoute qui fait que l'on revient au premier plan. Et même dans toutes les professions, il y a des élus qui ne sont pas bons. Il y a des élus qui ont des histoires, qui font la une des journaux, qui sont quelquefois condamnés. Eh bien, je peux vous dire que ça existe dans toutes les professions, malheureusement, y compris dans ceux qui sont censés faire respecter la loi, que ce soit chez les juges, que ce soit chez les gendarmes, les forces de police, que ce soit chez les curés. Dans toutes les professions, il y a toujours des brebis galeuses. Alors de grâce, n'élargissons pas ce sentiment, parce qu'il y a quelques brebis galeuses chez les élus, que l'on soit condamné à dire que nos élus ne sont pas bons. Enfin, et j'en terminerai par là, parce que je vois que l'heure tourne rapidement, et je ne voudrais pas ni user ni abuser de votre impatience. Vous avez déjà été suffisamment nombreux aujourd'hui, jeudi de l'Ascension, pour venir nous écouter, jour férié. On est inquiets. Hein, au début, on s'est dit, on fait 5 jours fériés, mais le calendrier fait que, heureusement que je suis parti il y a 3 ans en arrière, parce que le moment de la campagne électorale ne nous permettait pas de passer partout.
et je veux passer partout, je veux aller à la rencontre de tous les maires. Donc on tient une réunion publique dans chaque commune, et là où il y a beaucoup de monde, là où il y a des villes, on tient une réunion publique dans chaque quartier. C'est-à-dire qu'on ne laisse personne au hasard, on va aller à la rencontre d'un maximum de population, et vraiment, ce serait être impoli que de ne pas vous respecter en parlant des heures et des heures, mais je veux vous dire que je suis à votre disposition pour parler de ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est un peu le sens de notre visite. Et en même temps, de vous dire que j'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin de vous parce que l'élection, d'abord une élection n'est jamais jouée. Et même si on prend les résultats de l'élection présidentielle, quand on regarde le second tour, on se dit bon, ils n'ont pas de problème, ils passeront. D'abord, c'est pas le second tour qui compte, c'est le premier. Et c'est le premier tour que notre élection va se faire. Parce que quand on voit le résultat qui s'est exprimé d'un certain mécontentement, alors qu'on dise ce mécontentement c'était lié à la personnalité du président de la République, je l'ai entendu. Pourtant, ça a été un président, je vous garantis, qui a mis toute son énergie pour se battre pour nos intérêts, pour les intérêts de la France. Il n'a rien laissé. J'ai entendu également, ah oui, mais c'est la crise. Et entre parenthèses, je ne vous en ai pas parlé, mais on commence seulement à voir les socialistes réaliser que nous sommes en période de crise. Nous, on le dit, ça fait un moment qu'on le dit qu'on est en crise. Depuis 2008, avec la crise bancaire des subprimes, derrière les crises successives sur le plan économique qui se sont produites, non, ils avaient un sentiment de ne pas être en crise, nos amis, parce qu'ils étaient tout simplement en campagne. Mais aujourd'hui qu'ils sont élus, qu'ils ont le pouvoir, ils se disent non, c'est dur parce qu'il y a la crise. Bon. Cette crise, on l'a un peu payée aussi. Elle s'est exprimée avec un certain mécontentement dans les urnes au moment du vote pour l'élection présidentielle. Le mécontentement s'est exprimé, de mon point de vue, sur deux partis. Le Front de gauche, parce que le Front de gauche, le Parti communiste, qui chez nous était le dernier parti communiste en Europe et même dans le monde, il a été ressorti du formol par M. Mélenchon, qui a lancé un parti qui est monté à plus de 9%, qui est assez extraordinaire, et le parti de Mme Le Pen, qui théoriquement se tient plus près des 15% que des 23%, là où il est monté chez nous. Sur la deuxième, il est à 23%, donc j'y vois un mécontentement, et je pense, et je compte, et j'appelle un certain nombre de ces électeurs, parce que ce sont nos électeurs, ce sont ceux qui défendent les mêmes valeurs que nous, à revenir au bercail de l'UMP, avec ses différentes sensibilités, qui va de la droite populaire, en passant par la droite sociale, en allant jusqu'à la droite humaniste, avec le nouveau centre que représente Daniel, et dont elle a très bien expliqué tout à l'heure l'élargissement de ce nouveau centre. Je crois qu'il y a vraiment la place pour se reconnaître chez nous, dans notre famille politique, et de dire, bien, le mécontentement, il a été marqué, maintenant, il faut savoir aller au-delà du mécontentement et redonner une majorité qui puisse être une opposition au gouvernement en place. Je ne reviendrai pas sur ce que notre maire de Grasse, le sénateur Jean-Pierre Leleu, a dit. Il a parfaitement raison. La France est aujourd'hui à 95% dans les mains des socialistes. Ne laissons pas l'Assemblée nationale tomber dans les mains socialistes. Je le répète, c'est pas pour faire de l'obstruction systématique, c'est simplement pour faire de la construction positive dans le sens de ce que l'on souhaite aller. Alors, le Front National, alors, le Front de gauche sont montés tellement haut que j'espère les voir venir à une valeur qui nous permette de ne pas nous retrouver en triangulaire. Il faut impérativement échapper à la triangulaire du deuxième tour. Il faut arriver à convaincre tous ceux qui ne seraient pas convaincus par le danger que pourrait représenter cette triangulaire et qu'ils mettaient le candidat UMP dans une difficulté avec un risque majeur de voir M. Aschieri devenir élu. Je suis désolé, mais M. Aschieri qui fait du tourisme électoral. Hein, il n'est pas dans sa circonscription. Moi, je ne serais jamais venu voir les Grands Soirs, je ne serais jamais venu voir les Péménadois, si le canton de Guillaume et la station de Valberg, dont je suis le maire,
n'avait pas été dans cette circonscription, si les 5 cantons que je représente au niveau de cette 5e circonscription dont j'ai été le député n'avaient pas été dans cette circonscription. Monsieur Asqueri, qui est maire de Montfartou, conseiller régional au demeurant, entre parenthèses, je pense que vous avez été sensibilisé par les dangers qui nous menacent par rapport au CRT, le CRT qui est le comité régional au tourisme, qui n'a plus de subventionnement du conseil régional. Monsieur Asqueri, là-dessus, j'aimerais bien l'entendre, qu'il nous apporte quelques garanties. En tout cas, il sort de son territoire pour venir dans la 2. Pourquoi il ne reste pas, comme il l'a fait jusqu'à maintenant, dans la 9e circonscription, à se friter avec Michel Tabarot, par exemple? Donc, il est l'un des maires. Ça me paraît être bien légitime, plutôt que de venir chez nous. Enfin, la loi française est comme cela, c'est son droit de venir s'y présenter, mais moi, je fonde des inquiétudes, parce que si d'aventure il était élu, d'abord il ne défend pas les idées que je viens de défendre, mais en même temps, je ne suis pas persuadé qu'on le voit très souvent. Il va souvent rester chez lui, et puis il nous parle beaucoup d'intercommunalité, il nous parle beaucoup de gaz de schiste, d'intercommunalité. Entre parenthèses, j'ai plutôt l'impression qu'il a troublé le jeu sur le secteur que d'apporter des solutions dans le passé. Donc, évitons le danger, André Asqueri, qui est un homme que je respecte là aussi. On a des idées qui sont différentes, on a des techniques différentes. C'est un monsieur qui a construit dans le passé, mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il ne faut pas le laisser s'installer dans ce poste de député. Alors si derrière, au-delà de ce qui a été dit par les uns et par les autres, par les idées que j'ai pu vous faire passer ce soir, par l'urgence qu'il y a à se mobiliser pour cette 2e circonscription, eh bien, si vous partagez ce moment-là, n'hésitez pas, pour le 10 juin, à appeler tous ceux qui ne seraient pas là et qui partiraient en congé, qui seraient en déplacement, en leur disant attention, tu n'es pas là, il y a la possibilité de faire une procuration. La loi a été considérablement assouplie là-dessus. Les procurations sont plus faciles d'accès qu'elles ne l'ont été à une certaine époque. Donc, faites faire des procurations, mobilisez les gens, mobilisez-vous, et je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.